Eh bien, bonjour à toutes et à tous. L'intervenant vient d'arriver, donc on va pouvoir commencer. Donc, avant de commencer le propos introductif, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Emma Leonardi, donc je suis la présidente de l'ANESTAPS, et en parallèle, je suis aussi étudiante en Master 1 à Montpellier. Avant de commencer, je voulais remercier du coup les étudiants et étudiantes qui sont présents, plus largement aussi les jeunes dans le champ du sport et de l'animation, à la fois les partenaires, les acteurs aussi engagés dans le monde du sport et aussi dans le domaine de la transition écologique. Merci aussi aux deux personnes qui viennent faire la traduction en langue française pour rendre accessible l'événement à toutes et tous, et ainsi qu'à la Vélotipie qui sera présente à la fois derrière moi et aussi sur le live. Donc on se retrouve aujourd'hui pour lancer du coup la 6e édition de la Semaine nationale du sport et de l'environnement. Ce rendez-vous qui n'a jamais été finalement aussi nécessaire. Et oui, ça fait déjà 6 ans que du coup l'ANESTAPS, donc cette organisation représentative des jeunes dans le champ du sport et de l'animation, organise cet événement. Elle se forme, elle se mobilise, elle agit directement sur les territoires et dans le monde du sport. On peut se poser la question de est-ce que cette semaine est toujours utile au bout de 6 ans. Eh bien nous à l'ANESTAPS, on y est toujours convaincus parce que depuis le lancement du coup ce lundi 26 janvier, c'est plus de 25 associations du réseau de l'ANESTAPS et 100 actions qui ont été réalisées directement sur les territoires pour sensibiliser à la transition écologique via l'outil qui nous réunit tous, donc le sport. La SNSE, c'est donc devenu un temps fort à l'ANESTAPS, un espace de dialogue entre les étudiants, les enseignants, les enseignantes, les fédérations, les collectivités et les institutions. Même si on peut toujours espérer que cet événement devienne un rendez-vous au-delà du monde estudiantin pour les écoles, au sein des fédérations, au sein des clubs, et qu'au-delà de ça, que cette journée devienne en fait une habitude de vie et une pratique quotidienne qu'on mène tout au long de notre vie quotidiennement pour agir en faveur de la transition écologique. J'ai un petit peu le regret quand même de vous dire aujourd'hui que je pense qu'on est quand même des personnes qui sommes tous déjà mobilisées, actives et concernées par la thématique de la transition écologique et que ces discours devraient passer cette porte de l'Académie du climat. Mais pour autant, on est toujours présent. Alors oui, je pense que je peux vous dresser le constat qui est plus qu'alarmant et que vous connaissez d'ailleurs, que le niveau du réchauffement climatique atteint aujourd'hui plus de 1,2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle selon le GIEC. Et sans changement, ce chiffre pourrait dépasser les 2 degrés avant 2050, avec des conséquences majeures sur notre écosystème, notre santé et notre capacité surtout à pratiquer du sport et de l'activité physique dans des conditions sûres et durables. Ce constat, il se vérifie directement sur le terrain, selon un rapport qui avait été fait Décarbonons le sport par du Shift Project. Le football français génère plus de 1,8 million de tonnes de CO2 par an, dont 47% proviennent des déplacements, 19% de la fabrication et de l'usage des équipements, et enfin 16% des infrastructures sportives. Cela est donc trop facile de remettre la faute parfois sur les autres secteurs, alors que même nous, au sein du sport, il faut qu'on soit honnête, le domaine du sport nous réunit ensemble, mais pour autant, le sport lui-même contribue au dérèglement climatique. Cela concerne aussi bien le secteur du sport santé que le secteur du management du sport, le secteur du sport et de l'ingénierie, aussi le secteur du sport et de la performance, et enfin le secteur du sport et de l'éducation. Le monde du sport travaille cependant de plus en plus en mettant des choses en place pour faire en sorte d'avoir des avancées majeures en termes de transition écologique. Il y a eu un plan national d'adaptation des pratiques sportives au changement climatique prévu entre 2024 et 2030 qui a été lancé et qui a identifié plus de 30 mesures concrètes pour faire face à ces enjeux de transition écologique et pour adapter nos pratiques au quotidien et notamment ce qui nous réunit aujourd'hui, les pratiques sportives.
Mais ces initiatives ne vont pas suffire. Il faut que toutes les parties prenantes de différents secteurs, et particulièrement la jeunesse, la formation et le mouvement associatif, agissent là-dessus. C'est précisément ce que nous, on porte à la NOSTAPS, le fait de pouvoir intégrer l'écologie dans les blocs de compétences, des référentiels des métiers et directement au sein de nos formations, de pouvoir aussi valoriser les initiatives étudiantes qui lient à la fois le sport, le territoire et la transition écologique, et enfin pouvoir accompagner et être en capacité d'accompagner les clubs, les structures sportives et les événements dans leur transition. Alors oui, on peut se dire le défi, il est immense, mais le sport, il est responsable des dégradations aussi climatiques, et donc on se doit d'y répondre directement, rapidement et collectivement. Alors, on a décidé de pouvoir se réunir et d'agir sur 3 leviers essentiels que vous pouvez retrouver sur la contribution sport et environnement qui avait été réalisée par la NESAPS en 2025 et qui est toujours à jour. Un premier pilier sur la gouvernance, sur le fait de pouvoir intégrer pleinement l'écologie dans les politiques sportives. Un deuxième sur l'aménagement des territoires, en repensant du coup nos équipements, nos espaces et nos mobilités. Et enfin, le dernier qui va être le mot-clé de cette journée, de cette matinée, la formation, en pouvant construire des compétences écologiques solides pour les futurs professionnels du sport et de l'animation. Car une fois dans le monde professionnel, pour qu'on puisse être en capacité d'agir sur ces sujets, il faut que les jeunes aient des connaissances et des compétences pour pouvoir agir clairement sur ces thématiques. Donc la SNES 2026 n'est pas seulement un événement, mais c'est aussi un outil politique, un espace de dialogue, de co-construction. C'est une démonstration collective qui nous permet de pouvoir agir sur le sport et la transition écologique. Et on est les acteurs majeurs pour pouvoir agir là-dessus. Je vous remercie et bonne matinée à toutes et tous. Eh ben, merci Emma pour ce petit propos introductif. Et donc du coup, pour continuer, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout le déroulé de la journée. Pour ce matin, on aura 2 tables rondes, une qui concernera plus les enjeux de la formation et une autre sur le monde professionnel et la transition écologique. Et à la suite de ça, nous aurons des groupes de travail de prévus l'après-midi sur du coup l'impact des différents secteurs sportifs qui sont l'animation et l'éducation, le management, la performance, l'ingénierie et la santé sur du coup l'environnement. Et on pourra clôturer la journée à la fin de ces petits groupes de travail. Sur chacune des tables rondes, nous aurons donc 2 intervenants qui viendront discuter autour soit de la formation, soit du monde professionnel et de la transition écologique. Et à la suite de cette table ronde, vous aurez un temps de questions-réponses qui vous sera proposé pour que vous puissiez poser vos questions et nous y répondre. Et à la fin de ce temps, on aura une conclusion générale sur du coup les 2 tables rondes. Voilà. Et donc du coup, je vais pouvoir inviter Monsieur Patrice Vergès, qui est directeur du CREPS de Wattignies, et Ludovic Beizaglomont, chargé des formations et de l'articulation des formations dans le champ du sport et de l'animation, à me rejoindre. Merci beaucoup pour votre présence, et je vous laisse prendre place. Moi, je me mets là, des fois là, du coup. Du coup, pour venir compléter les propos de Emma, la transition écologique, elle prend une place de plus en plus importante dans la société actuelle, mais également chez chez les jeunes, puisque comme nous le savons, 70% des étudiants et étudiantes se battent pour une société plus écologique, d'après consultation nationale du RESES en 2023. Donc du coup, le RESES, c'est le euh, réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. De plus, ça fait maintenant 1 an que notre contribution sport-environnement est sortie, et donc cela permet de faire un point d'étape sur du coup ce qui s'est passé depuis et l'impact que on a pu essayer d'avoir avec du coup les différentes associations du réseau et les jeunes de façon générale.
Il est aussi important de souligner que d'ici 2027, tous les établissements d'enseignement supérieur devront former à partir de Bac+2 aux enjeux climatiques, énergétiques et de biodiversité, selon le rapport Jouzel-Abadi de 2022. Au-delà de cette formation transversale, il s'agit aussi d'intégrer ces enjeux de manière concrète et constante au cœur des formations du champ du sport et de l'animation, afin de former les professionnels capables de répondre à ces défis environnementaux et tous ces enjeux dans leur futur métier. Et donc du coup, pour cela, j'ai ma première question qui est en quoi la transition écologique permet-elle un levier et une transformation des formations dans le champ du sport et dans les métiers de l'animation. Et c'est à vous que je la pose, Patrice. Bonjour à toutes et tous. Pour compléter quand même mon profil, c'est que je fais partie aussi du comité de pilotage du PNAC Sport. Et donc, j'ai assisté à pas mal de temps de réunion. Je dirais que la réalité, c'est que si nous voulons agir sur la transition, c'est avant tout une action des individus, donc c'est une action humaine. Et pour cela, il faut absolument que chacun et chacune dans son action comprenne quel impact il y a dans son action en avec les jeunes, avec les moins jeunes, dans leur action quotidienne. Et donc c'est pour ça que nous allons transformer tout ce qui est contenu de formation à destination justement des éducateurs sportifs et de l'animation dans une logique de compréhension de ce que veut dire la transition écologique et en quoi cette transition a un impact sur les individus dans leur quotidien et dans leur pratique. Et cette transition, elle n'est pas liée qu'à la température, c'est aussi à la compréhension qu'on peut avoir de cet environnement qui est changeant. C'est beaucoup plus d'incendies, c'est beaucoup plus de conditions, je dirais, de pluie qui sont complètement différentes. C'est-à-dire ce qu'on vivait il y a encore 10 ans, c'est plus le même rythme des précipitations, c'est pas la même intensité des précipitations. Et tout ça, si l'éducateur, la personne qui est en charge de l'activité sportive ne le comprend pas, elle va pas pouvoir agir sur les personnes qui sont autour d'elle. Et surtout s'adapter en permanence aux conditions qui seront en théorie dans son quotidien. Et là où il est nécessaire d'avoir une compréhension supplémentaire, c'est qu'on a de grandes théories sur l'action humaine dans son déplacement. Mais maintenant, c'est en quoi les conditions qui nous entourent au moment de l'action vont avoir une action différente et comment on peut s'adapter, c'est-à-dire avoir des réflexes qui sont peut-être différents sur la quantité d'eau qu'il faut boire à telle période de l'année, la façon dont on doit organiser ses séances à d'autres moments, et la façon dont les personnes, dans leur situation physique, vont pouvoir réagir à l'environnement qu'est le nôtre au moment où on est en action. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Du coup, je vais pouvoir poser la même question à notre cher Ludovic. Merci beaucoup. Du coup, je suis totalement les propos qu'a pu dire Patrice juste avant. Et j'ajouterais aussi que du coup, c'est des individualités et qui doivent prendre conscience de quels sont leurs impacts, mais qu'aussi, du coup, les politiques qui sont derrière et les institutions doivent pouvoir suivre derrière. Et parce que sinon, une action individuelle prendrait pas toute l'ampleur qu'elle devrait avoir. Et c'est pour ça que, comme a dit Amandine en introduction, le rapport, notamment Jean Jouzel dans l'enseignement supérieur, est important car il a pu développer donc des recommandations à mettre en place pour les instituts de formation, les organismes de formation, que ce soit privés ou publics, avec des obligations aussi bien dans la gouvernance que dans les contenus de formation qu'ils vont pouvoir proposer. Et c'est là où du coup on se rejoint. Et c'est aussi quelque chose sur lequel on s'est du coup tout de suite engagé à la Neustaps, c'est de pouvoir se dire ok, très bien, on veut un socle commun de compétences et de connaissances sur la transition écologique pour l'ensemble des personnes dans l'enseignement supérieur, mais il y a des spécificités au milieu sportif, et donc comment les appréhender. Emma, en introduction, vous a introduit 5 grands secteurs qui sont l'ingénierie, l'ergonomie, le management, l'éducation, la santé et la performance. Comment dans chaque secteur on appréhende les enjeux de transition écologique, de développement durable et soutenable, et comment ça prend place. Et du coup, ça dès la formation. Et donc, comment c'est intégré dans la formation ensuite. Et là, on arrive du coup à un projet
qu'on pilote avec la C3D STAPS et du coup 3 enseignants-chercheurs et chercheuses actuellement, qui est le projet de transition EcoSTAPS, mais je pense qu'on pourra vous en parler un peu plus après, qui justement aborde cette thématique-là. Eh ben, merci beaucoup. En effet, la transition écologique, c'est du coup un levier de transformation, mais pour ça, et pour que ça devienne un levier, il faut avant tout comprendre son impact et comprendre les changements que cela implique dans la pratique et dans l'organisation du monde sportif. Et donc du coup, par rapport à ça, pour faire le lien avec la formation, j'ai une question pour vous, Patrice, mais quels nouveaux enjeux apparaissent pour les éducateurs sportifs et les animateurs? J'ai déjà un tout petit peu évoqué dans mon intervention précédente, mais les enjeux, c'est surtout d'arriver à redonner une définition de ce qu'est l'activité physique et sportive dans un environnement qui est en pleine mutation. Et toutes les réalités que sont les nôtres ont été construites au siècle dernier, je dirais, à mon époque. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout avance beaucoup plus vite, trop vite presque, qui fait que l'adaptation nécessaire, elle est pas innée. Et donc, c'est vraiment donner les clés et apporter les clés de compréhension à l'ensemble des personnes qui sont formées et aussi prendre en compte la réalité de l'environnement dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire que à la fois les gymnases, les installations sportives ne sont pas prêtes obligatoirement à pouvoir accueillir cette transition que nous sommes en train de vivre. Et donc il y a tout cet environnement à prendre en compte et l'adaptation nécessaire. Et c'est pour ça que les formations sont essentielles, parce que on évoque le PNAC dans un plan 2030, mais on sait bien que ça ne va pas aller en s'arrangeant en 2040 ni en 2050. Et les formations actuelles vont servir justement à ceux qui vont être les vrais acteurs dans 30, 40 ans encore, puisque moi je serai plus là pour en parler. Mais mes enfants et mes petits-enfants, eux, seront vraiment aux premières loges. Et je pense que si on n'a pas un coup de collier sur les contenus de formation, sur la façon d'appréhender et même sur la façon de penser ce qu'est la compétition sportive, quelque part, eh ben, on va droit dans le mur. Puisque moi qui suis dans le Nord, j'ai une pratique sportive qui est culturelle dans le Nord, c'est le hockey sur gazon, qui arrose en permanence son terrain et donc qui fait qu'on a une consommation d'eau énorme pour une pratique qui est assez réduite en nombre de personnes. Voilà, il y a donc toutes ces interrogations à avoir sur nos installations sportives aussi, pas que sur. Et c'est pour ça que la formation, elle est à la fois sur l'éducateur, mais elle doit être aussi sur ceux qui construisent et qui fabriquent les installations sportives. Et ça devrait être en premier vers les dirigeants sportifs internationaux et nationaux. Eh ben, merci beaucoup. Donc là, on a pu parler un petit peu de tout ce qui était l'environnement gravitant autour du coup des nouveaux enjeux qui apparaissent, que ce soit du coup pour les pratiquants, mais aussi pour les personnes du coup qui le mettent en place, que ce soit dans l'organisation, mais aussi dans tout ce qui va être la performance, etc. des pratiques. Mais donc du coup, on a pu parler de la formation et que c'était la jeunesse qui allait entre guillemets pouvoir avoir le plus d'impact dessus. Mais du coup, Ludovic, est-ce que vous percevez une sensibilité écologique chez les étudiants sportifs à l'heure actuelle? Merci beaucoup pour cette question. Oui, alors totalement, il y a une sensibilité qui se développe. Si on regarde les causes, enfin les raisons de l'engagement des jeunes aujourd'hui, tout ce qui va être les thématiques qui vont toucher l'environnement arrive très très haut dans les classements et le public étudiant n'en est pas exclu. Cependant, il y a des nuances à apporter à ça dans le sens où du coup maintenant depuis 2 ans, notamment à l'université, il y a et du coup en STAPS pour le coup sur les formations sportives, il y a des enseignements donc généraux sur la transition écologique. Ils sont en format de cours magistraux, donc avec donc du coup très descendants et qui sont pas forcément dans le contexte et qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'il faut le faire. Et on a une tendance à remarquer que les personnes qui assistent à ces cours finalement ne se saisissent pas de cette thématique-là et ils vont parce que c'est obligatoire ou alors juste n'y vont pas du tout s'il n'y a pas l'appel qui est fait. Enfin, c'est un peu parce que du coup il y a eu la volonté, il y a la mise en place qui est faite, mais il y a,
les étudiants cherchent le sens. Cherchent le sens parce que c'est tout nouveau et c'est pas bien amené. Et donc je trouve ça dommage parce que du coup je suis aussi étudiant en licence STAPS à Orléans et de voir mes camarades de promo ou même du coup d'autres personnes qui ont pu m'en parler, de se dire bon là c'est une semaine de CM et 12-15 heures sur la transition écologique, donc très très bien, mais du coup c'est pas pleinement inclus dans la formation. Et mais du coup, effectivement, c'est un sujet qui touche les étudiants et étudiantes, les jeunes. Et ce qui manque à la limite, c'est des clés pour s'en sortir. Et comme l'a dit Patrice, effectivement, sur la conception et sur la direction, tout ce qui va être filière ingénierie, ergonomie, même du coup sur les infrastructures sportives ou même sur le matériel sportif, il faut qu'il y ait une réflexion autour de ça. Et sur la direction, donc plutôt sur l'aspect management du sport aussi. Et même dans la formation bénévole, même si on sait que du coup, le secteur de l'animation et des secteurs sportifs, du coup, sont sous-financés depuis maintenant pas mal d'années, font déjà beaucoup avec peu, et c'est pas forcément les endroits où on va avoir des besoins gros, parce que finalement l'impact est minime sur beaucoup de points. Mais il faut pas non plus que si demain on commence à financer ces secteurs-là, on se mette à perdre les mauvaises habitudes de penser durablement. Et du coup, donc voilà, c'est un équilibre à trouver là-dessus. Mais oui, du coup, les jeunes sont sensibilisés, mais manquent de ressources. Non, en t'écoutant, j'ai eu une petite réflexion, mais moi, je ne crois pas à la logique de dire on rajoute un cours spécifique sur une thématique. Je pense que c'est bien d'avoir à un moment donné quelque chose d'impactant, type la fresque du climat ou des choses qui font prendre conscience, mais c'est surtout les contenus doivent prendre en compte la réalité de cette transition. C'est-à-dire, si on rajoute un cours, c'est un cours. Si on rajoute dans le cours et dans chaque cours cette logique, je pense que les choses rentreront un peu plus insidieusement, mais de façon permanente. C'est un peu comme, si je veux faire un parallèle, sur les violences sexuelles et sexistes. Si on fait un cours spécifique, c'est bien. Mais si dans son comportement du quotidien et si dans ses mots et dans son action, on agit autrement, on voit les actions qui sont un peu différentes. Et pour moi, on doit prendre en compte cette réalité aussi dans cette transition. Voilà. Et donc, c'est pour ça que dans la formation, c'est avant tout les formateurs qu'il faut former à changer eux-mêmes l'approche qu'ils ont de leur thématique. Merci beaucoup pour ces deux belles réponses. En effet, là, chez les jeunes, on a surtout un problème d'assimilation de la transition écologique, puisque les formateurs eux-mêmes ne savent pas forcément comment aborder la thématique avec du coup ce public. Mais donc du coup, il y a des questions qui se posent quant à comment on utilise la formation que nous pouvons avoir pour justement avoir un impact sur la vie quotidienne et donc du coup notre impact quotidien. Et par rapport à cela, dans la formation, on voit du coup beaucoup de théorique, mais au-delà de la théorie, il faut aussi pouvoir l'appliquer. Mais donc, question pour vous, Patrice, quelles compétences un futur éducateur doit-il développer pour correspondre à ses attentes et pouvoir l'amener à ses formés? Quelles compétences? Alors là, c'est très large. Moi, je dirais que la première des compétences, c'est déjà d'avoir cette notion d'esprit critique, puisqu'à un moment donné, il y a des théories qui existent et il y a de la mise en pratique. Et c'est comment on arrive, en ayant cette logique un peu critique de cette théorie, de la mettre en œuvre avec le quotidien. Et donc, c'est cette capacité d'adaptation en permanence que doivent avoir les futurs éducateurs. C'est comment je m'adapte. Voilà. Et donc, la réalité, c'est que j'ai préparé quelque chose, mais je peux pas exactement le faire. Mais comment je garde le sens de mon action en étant dans une situation qui n'était pas prévue, qui est inattendue, mais qui doit quand même se dérouler. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut travailler, à mon avis.
mais qu'on est obligé de travailler, moi qui ai été dans le sport de haut niveau, obligatoirement dans cette réussite du haut niveau. Et ensuite, c'est la compréhension qu'on a des outils qui sont les nôtres. Est-ce qu'on est obligé de changer à chaque fois? Est-ce on a le droit d'oublier ses plots sur un terrain, un espace vert? Est-ce qu'on n'a pas l'obligation d'aller les récupérer? Est-ce qu'on doit les entretenir? La façon de les entretenir? Et est-ce qu'on doit obligatoirement les faire venir de Chine? Voilà, il y a toute cette réalité. C'est pas que son action de soi par rapport aux autres. C'est aussi comment on utilise les outils de façon intelligente et comment on leur permet de durer et comment parfois on crée quelque chose avec ce qu'on a et non pas en regardant sur Amazon ou autre. Eh ben, merci beaucoup. Par rapport à tout ça, du coup, il y a aussi la question de savoir un petit peu quel impact a notre pratique sur l'environnement. Et donc, tout cela passe par la formation et du coup la connaissance de son milieu. Mais concrètement, est-ce que un sportif ou un éducateur peut être en capacité de connaître son environnement? Est-ce qu'il est conscient de l'impact qu'il a lui-même sur tout ce qu'il fait au moment où il le fait? Et donc, du coup, par rapport à ça, Ludovic, quelles limites percevez-vous dans la formation actuelle concernant la transition écologique? Alors, quelles limites? On a pu, effectivement, j'ai déjà pu en les aborder avant, et même Patrice aussi, sur le fait d'avoir des formateurs et du coup des enseignants qui soient eux-mêmes formés sur ces thématiques. Je dirais aussi qu'il y a des disparités en fonction des formations, des secteurs et aussi du coup des pratiques. Typiquement sur des pratiques outdoor, donc plutôt sport de montagne, sport nautique, on va avoir une sensibilité en fait juste nécessaire au sein du milieu, que ce soit du coup pour le côté formateur comme apprenant, qui va être développé parce que ça impacte directement la pratique. C'est des normes, que ce soit au niveau sécurité ou même au niveau durabilité et conditions de pratique, je dirais. Au-delà de ça, c'est aussi des limites sur du coup la formation des formateurs et des enseignants et enseignantes. Et du coup, comment on fait là-dessus? Et donc c'est là où j'en reviens à ce que vous avez évoqué au tout début sur Transition EcoStaps, où en fait le premier frein qu'on a eu, notamment à l'université dans la formation STAPS, c'est des enseignants chercheurs qui nous ont dit: je ne suis pas formé à ça, je ne l'enseignerai pas. Parce que moi je connais ça, je fais de la psychologie, je fais du management du sport, j'ai fait une thèse là-dessus, j'enseigne ça, et l'environnement je connais pas, donc j'y touche pas. Et donc c'est pour ça que du coup, qu'un consortium de chercheurs et chercheuses, on a pu commencer à développer, on a des fiches connaissances et compétences afin de pouvoir former ces enseignants et enseignantes, et en tout cas qu'ils aient les compétences et les connaissances par secteur adaptées aux enseignements qui peuvent délivrer. Parce que du coup, effectivement, c'est un peu incohérent de se dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont formés de manière, qui ont des cours sur la transition écologique et développement durable et soutenable, et qui à côté ont des cours aussi pour faire des événements toujours plus gros, en se disant que penser à la transition écologique et penser à l'impact environnemental de son événement, c'est du temps en plus, c'est des contraintes, c'est des charges, et c'est juste pas cohérent, effectivement. Et du coup, c'est de pouvoir faire en sorte que dans chaque enseignement, ce sujet-là soit abordé. Et c'est une grosse limite aujourd'hui. On a beaucoup d'espoir, je pense, là-dessus, parce que c'est le tout début, même si ça fait quand même maintenant plusieurs années que c'est un sujet. Mais en tout cas, ça avance sur les dernières années. Donc je dirais que c'est les limites actuelles, mais que c'est à bonne voie. Eh ben, merci beaucoup. Donc là, on a pu avoir le petit point sur du coup toutes les formations du champ STAPS. Mais au-delà de ça, le champ du sport et de l'animation, il est très large puisque du coup, on a différents secteurs qui sont concernés. Mais dans ces secteurs, on a aussi toute la notion de performance qui va rentrer en jeu. Et donc, du coup, Patrice, selon vous, quel est l'impact de la transition, de la performance sur les formations transition écologique? Puisque au-delà de ça, la notion de performance, est-ce que on peut avoir un lien compatible avec celle-ci, notamment dans la formation?
Enfin, pour moi, tout est possible. Maintenant, c'est comment on fait. Euh, Parce qu'aujourd'hui, la question de fond, c'est surtout ne pas se dire qu'on ne doit pas faire. C'est comment on peut faire avec la réalité qui est la nôtre et qui est celle à venir. Voilà, donc c'est cette notion d'adaptation permanente. Et puis là, dans le sport et peut-être dans le sport de haut niveau, les questions se posent, puisqu'on a bien vu l'été dernier, il y a eu des tours, Espagne, Italie et, et France. Oui, Tour de France, c'est vrai, ça existe. Euh, et il y a eu des étapes qui ont été allégées, il y a eu des adaptations nécessaires du fait des températures ou des pluies qui étaient abondantes ou de conditions qui n'étaient pas prévues. Et donc, oui, il y a une nécessité à un moment donné de se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver tout de même, puisqu'il y a un public qui attend des choses, il y a des personnes qui veulent faire des choses, et comment on rend tout ça compatible avec la réalité qui nous entoure. Voilà, et ça, dans cette notion de performance, la question se pose toujours. Mais il y a aussi des sportifs qui maintenant refusent de voyager, de prendre l'avion, et donc qui peut-être mettent une croix sur leur sport de haut niveau parce que leur intime conviction va au-delà de leur talent et de l'envie qu'ils ont d'aller jusqu'au bout de ce talent à exprimer. Et donc c'est cet équilibre qui est difficile à trouver puisque demain, je serai à une compétition de tennis de table près de Lille, mais on sait que les pongistes sont depuis l'adolescence à traverser et à sillonner le monde. On parle des frères Lebrun et ils sont en permanence en Asie, ils prennent l'avion en permanence. Et si on regarde leur bilan CO2 à eux, il est pas tip top. Mais malgré tout, c'est le système qui les contraint à faire ça parce que eux ont une ambition qui est celle de réussir aux Jeux Olympiques. Mais tout le monde n'est pas n'a pas cette ambition. Et c'est pour ça que cette formation est importante aussi des entraîneurs, de ceux qui vont se diriger vers cet accompagnement. C'est comment on peut penser autrement et pas se dire qu'on doit faire un stage d'une semaine en Afrique du Sud, alors qu'on pourrait très bien trouver des conditions d'accueil de climat similaires dans des zones qui sont beaucoup plus proches. Comment on peut se déplacer un peu plus en voiture électrique ou à vélo, puisque moi qui étais sportif de haut niveau, dans les années 90, je ne me promenais qu'à vélo et je mangeais bio. Et je peux vous dire qu'à l'époque, c'était une épreuve. Voilà. Et voilà, c'est tout cette réalité qui est importante. Et dans le sportif, c'est aussi la façon de manger. Avant-hier, j'étais avec la rectrice et un chef d'établissement dans l'hôtellerie. Et eux, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à amener une alimentation correcte à des sportifs et des sportifs de haut niveau avec les contraintes que sont les nôtres et celles qui sont posées. Et donc c'est ça aussi la réalité de l'adaptation que doit avoir l'éducateur sportif dans sa formation, c'est comment il peut accompagner le sportif à comprendre ce qu'il est en train de faire, mais pas que dans son temps d'action, mais dans la globalité de son action. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, j'ai dit ce que j'avais envie. Non, si c'est très très clair. Merci beaucoup pour le point de vue performance, puisque il est souvent très oublié dans la formation, puisque on est tous concernés par du coup l'impact qu'on a sur euh, sur euh, sur notre environnement. Mais est-ce que la question s'est posée de savoir si la performance pouvait tout le temps être compatible, puisque du coup, comme vous avez très bien pu l'évoquer, il y a tous les stages qui sont pris en compte avec du coup les transports pour accéder à ces stages et ces compétitions. Donc très bien, merci beaucoup. Et je terminerai avec une dernière question. Comme j'ai pu le dire en introduction, d'ici 2027, on est censé avoir du coup des cours sur la transition écologique, ou en tout cas la transition écologique amenée dans les formations. Mais est-ce que à niveau bac+2, mais est-ce que cela pourrait-il pas non plus passer par une sensibilisation dès le plus jeune âge et donc du coup dans les programmes scolaires plus lycéens ou collégiens pour essayer de tendre à après une mise en pratique. Et du coup ça c'est une question que je te pose, Ludovic. Qu'en penses-tu dans les formations du primaire?
C'est une bonne question et je pense qu'elle en amène d'autres aussi sur finalement quels sont les nouveaux enseignements qui a besoin dès le plus jeune âge aussi, parce qu'on se rend compte que Patrice tout à l'heure évoquait tout ce qui pouvait être violence sexistes-sexuelle, lutte contre les discriminations de manière générale, transition écologique, environnement. C'est des thématiques qui se rejoignent d'une certaine manière, parce que c'est des thématiques qui sont aujourd'hui centrales et peu abordées finalement, avec peu de contenu. Et effectivement, oui, une des solutions sur lesquelles on retombe à chaque fois quand on aborde ces sujets-là, c'est se dire, mais en fait, si dès le plus jeune âge on le voyait, ce serait tellement plus facile. On arrive à l'âge adulte, on s'émancipe de sa famille ou de son environnement, et après on mène une vie avec ces connaissances qu'on a pu acquérir depuis le plus jeune âge. Et c'est juste changer de paradigme, c'est dire c'est normal. Là, on est obligé de désapprendre des choses pour en réapprendre d'autres. Et c'est pas forcément évident et ça demande un effort supplémentaire, alors qu'effectivement, si c'était intégré et effectivement aussi de manière transversale dans chacun des enseignements, ce serait un vrai bonus. Et notamment dans le sport, on parle d'EPS. D'EPS, c'est pas de sport, c'est d'éducation physique et sportive, c'est bien différent. Où c'est un des objectifs premiers est de former des futurs citoyens et citoyennes via la pratique. Et donc c'est plus que juste pratiquer du foot ou du hand ou du badminton, c'est aussi les interactions sociales, c'est comment on voit son prochain, comment on interagit avec les gens et comment on évolue dans l'environnement qu'est le nôtre. Et pour moi, tous ces enseignements-là sont encore trop peu abordés ou alors de manière très spécifique parce que l'enseignant a cette sensibilité-là qui transmet ça. Mais effectivement, ça doit passer par aussi une réforme des programmes qui vont avec. Et mais il y aurait tellement de sujets d'autres à aborder sur ces programmes de l'éducation nationale, mais je vais pas développer plus là-dessus. Mais en fait, oui, ce serait très bien. Et pour pouvoir enchaîner directement avec une formation encore plus spécifique sur l'enseignement supérieur et pour aller sur le monde professionnel ensuite. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ou des choses sur lesquelles vous voudriez peut-être revenir qui manqueraient de précision? Oui, au fond. Merci. Didier Lehenaf, impliqué dans le développement durable et le sport depuis plus de 20 ans maintenant. Je voulais rebondir plus sous forme de commentaires que de questions sur vos différentes interventions. Il y a un premier niveau pour moi qui est essentiel, c'est celui de la transversalité. Un problème que nous rencontrons tous quand nous cherchons à amener les gens sur le chemin de la transition écologique, c'est le fait que les étudiants, les élèves ou les étudiants, quand ils changent de cours, ils sont avec un autre prof qui n'a peut-être pas la sensibilité et qui peut éventuellement dire exactement le contraire de ce qu'on vient de dire dans le cours qu'on a dédié, nous, aux problématiques de durabilité. Donc ça, c'est un vrai problème de fond. Donc la transversalité. Je vais enchaîner avec la longitudinalité maintenant, c'est-à-dire effectivement à tous les âges de la vie. Vous l'avez très bien dit l'un et l'autre, il faut réussir le plus tôt possible à marteler certaines choses. Donc ça commence effectivement dès le plus jeune âge et ça se continue donc au primaire, au collège, au lycée et à la fac pour que ce soit devenu naturel. Le naturel, c'est du culturel tellement intériorisé que ça paraît normal et naturel. Donc effectivement, réussir, et là je vais citer le travail extraordinaire que fait Karine Vigneault dans les Landes en collège, ou Sandrine Legendre à Sceaux, à la cité de la Canale de Sceaux, donc pour collège et lycée, pour expliquer que ce travail de fond, il est réalisé, et vous enchaînez au niveau de l'ANESTAPS et du supérieur. Donc la question du longitudinal est vraiment essentielle. J'avais un troisième point à évoquer avec vous. Qui est un exemple concret concernant et le longitudinal et la transversalité. Il se trouve que je coordonne une formation dans une école privée à Paris, Paris School of Sport pour pas la nommer, et on s'est posé la question depuis le début. J'interviens dans cette école depuis 2020 et on a commencé par des contenus ponctuels.
euh, sous forme de conférences. Des contenus ponctuels, on est passé à la création d'une spécialité, la spécialité sport responsable, qui intervient en Master 2, donc en 5e année. Et c'est super, on a des gamins super brillants qui sortent de là, sauf que, quid des années qui précèdent? Et en fait, ce qu'a fait cette école, c'est qu'aujourd'hui, elle est revenue en arrière, dès les premières années de bachelor, pour introduire des contenus dans le tronc commun, c'est-à-dire qui concernent tous les étudiants et pas seulement quelques étudiants en spécialité en Master 2, pour faire en sorte que ça instille dès la première année de bachelor. Donc, et je crois que le projet EcoStaps travaille là-dessus, puisque vous avez parlé de l'introduction de contenu dès la 2e année. C'est cette idée de faire en sorte que des contenus les plus pertinents possibles soient inclus dès la première année de formation, pour que ça relève du normal, quoi. Aujourd'hui, tout le monde fait du déchet, quoi. Tout le monde est capable de trier ses déchets. Mais dès qu'il s'agit d'impact du numérique, il n'y a plus personne, parce que personne ne comprend ce que c'est que l'impact du numérique. Quand on parle de transport, c'est génial. On a compris qu'il fallait covoiturer, qu'il fallait prendre les transports en commun, etc. Mais on n'a aucune perception de ce que c'est qu'un kilo de CO2. Un kilo de CO2, c'est 8 km à pied versus en voiture. Ça représente 1 km de CO2 économisé quand on le fait à pied ou en vélo versus en voiture. 8 km en voiture égale 1 kilo de CO2. Comment on traduit en termes concrets, d'où les fiches dont tu parlais, qui sont essentielles pour les formés et pour les formateurs, ces fiches qu'il faut réussir à faire passer, à multiplier, à faire passer dans tous les contenus, à tous les niveaux du plus jeune âge jusqu'aux différents stades de l'âge adulte. Donc désolé, j'étais un peu long, mais c'est pour rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit. La question de la transversalité et la question de longitudinal sont absolument cruciaux. Merci. Eh ben merci pour ces précisions, Didier. Est-ce que un de nos deux intervenants veut rebondir sur ce qui a été dit ou... Bon, je vais pas rebondir sur Didier parce que je vais lui faire mal physiquement. Non, je voulais peut-être non pas compléter, mais partager cette information puisque tu évoquais le fait de débuter dès le bachelor et de diffuser. C'est justement ce qu'on nous allons initier puisque le CREPS à Wattignies a été mandaté par le ministère pour piloter le groupe qui va transformer ou qui a vocation à amener la transformation dans les formations justement BPGEPS, DE, DES, donc les formations jeunesse et sport, de façon à introduire justement cette logique de la transition écologique. Et nous allons constituer un groupe. Donc s'il y a des personnes qui veulent contribuer, elles seront les bienvenues, puisque vaut mieux être volontaire au début, puis moi je préfère les volontaires que de me voir imposer une pléthore de personnes qui seront là parce qu'on leur a demandé d'être là. Voilà, donc s'il y a 1, 2 personnes qui veulent en faire partie, parce que ce sera un groupe d'une 15aine maxi, je pense, en tout cas pour le pilotage, vous serez les bienvenus. Et ça nous permettra justement d'avoir ce regard un peu croisé entre justement ce côté STAPS et le côté jeunesse et sport, mais au bout du compte, c'est le même public. Et oui, en 2 mots, parce que globalement, enfin, je peux que aussi abonder dans ce qui vient d'être dit. C'est aussi d'autres enjeux qui arrivent aussi, les enjeux d'aujourd'hui, qui sont aussi, on l'a pas du tout évoqué, mais l'intelligence artificielle qui arrive et le mouvement sportif qui commence à se positionner là-dessus. Et justement sur quelles sont, justement, on parlait de compétences tout à l'heure, les nouvelles compétences, quelle utilisation, comment. Vous disiez que dès que ça touchait le numérique, il y avait plus personne. Là, on est encore à un autre niveau, une autre sphère qui va perdre encore plus de monde. Et du coup, c'est comment on intègre ça aussi très rapidement pour se dire que en fait, c'est déjà dès maintenant, il faut qu'on puisse répondre quelque chose là-dessus, en tout cas du niveau sportif. Et aussi un autre point qu'on n'a pas forcément abordé et qui potentiellement peut faire le lien avec la table ronde qui suit, c'est déjà actuellement des dissonances qu'il peut y avoir, notamment dans les parcours en alternance ou lors des stages, entre la théorie qu'on voit
du coup en formation, donc que ce soit organisme de formation à la fac, et bah, notre stage en milieu professionnel ou le milieu en alternance. Où, du coup, on va voir quelque chose une semaine. La semaine d'après, on arrive sur le milieu professionnel. On va faire comme on nous a dit en théorie. On va dire, ben non, 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 on fait pas comme ça ici. Enfin, ça, tu vois ça en cours, c'est très bien. Mais dans la vraie vie, on fait comme ça. Et quel lien peut être fait là-dessus? Parce que du coup, c'est pas le tout d'enseigner une théorie qu'on trouve pertinente et adaptée, mais c'est aussi, du coup, dans le secteur professionnel, comment ça se transforme en même temps et qu'il y ait une cohérence aussi bien, du coup, sur les pratiques générales que sur les pratiques en lien avec bah, des pratiques durables. Je vais, oui, je pourrais parler des heures, mais je vais simplement illustrer par ce qu'on a mis en place simplement au CREPS, pas sur le champ pur de la formation jeunesse et sport, mais sur la façon dont les individus ont transformé leur quotidien aussi. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en décembre 21 comme directeur, et en 2023, on était déjà à moins 30% de consommation d'énergie, sans avoir investi enfin, on avait investi dans rien, sauf dans l'être humain, c'est-à-dire dans la compréhension qu'ils avaient de l'impact de leurs gestes au quotidien. Et donc, c'est vrai que quand ils partaient le soir, bah, ils fermaient eux-mêmes les radiateurs. Enfin, on a eu une consommation, les lumières n'étaient pas utilisées de façon inhabituelle, c'est-à-dire que c'était pas lié aux besoins. Mais c'est aussi que j'ai supprimé tous les ordinateurs du CREPS fixe au profit des ordinateurs portables qui sont moins consommateurs d'énergie. J'ai fait interdire les pièces jointes quand c'était à l'intérieur du CREPS, mais le lien simplement qui permettait d'aller sur le réseau de façon à pouvoir consulter la pièce. Et là, ils ont jusqu'au 31 pour nettoyer le réseau, puisque j'ai dit que moi, j'allais supprimer tout ce qui était en doublon, triplon, puisqu'il y a des choses qui, quand on regarde un réseau, qui polluent. Et quand on parle de choses invisibles, on est dans cette pollution aussi numérique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en surconsommation parce qu'on me demande d'acheter des serveurs en plus et autres, simplement pour stocker des choses qu'on a déjà. Voilà. Et donc, c'est la prise de conscience que chacun a qui est importante. Et j'ai vu qu'en très peu d'années, en étant dans l'accompagnement, chaque individu a réussi à modifier ses habitudes. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on est capable de le faire, mais simplement, il faut comprendre pourquoi on le fait et donner du sens à son action. Voilà, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et je pense que c'est en permanence qu'il faut avoir en tête, c'est toujours faire comprendre pourquoi on fait les choses. Et simplement, quand on dit il faut faire, quand il ne faut pas venir avec sa voiture à Paris parce qu'elle est catégorie 2 ou 3, bah, ça ne veut rien dire. Mais la compréhension qu'on peut avoir de son action, elle est importante. De la même façon, sur les véhicules, bah, de comprendre l'impact qu'ont les pneus, bah, c'est aussi important que de savoir si c'est de l'essence ou de l'électrique. Voilà, c'est toute cette compréhension, mais pas la compréhension pour accumuler du savoir, c'est simplement la compréhension pour être dans l'action et continuer de se dire, ben, on avance toujours et on n'a pas de grosses modifications dans notre quotidien, sauf que ben, les petits gestes font les grands gestes. Eh ben, merci beaucoup pour ces deux suppléments de réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, Clara Berman pour Decathlon, mais je suis aussi élue au développement durable dans une autre ville. Et c'est pas vraiment une question, c'est plutôt pour rebondir sur ce que tu disais, Ludovic, dans tes prises de parole. J'entends que tu t'insistes sur le besoin des nouvelles générations aussi d'avoir un sens. Tu parlais de la différence entre ce qu'on peut apprendre à l'université et le terrain. Et moi, je voudrais juste passer un petit message parce que bon, je le raconterai peut-être à la table ronde d'après, donc je vais pas prendre la parole trop longtemps, mais je suis arrivée sur un poste qui était vraiment développement durable dans une entreprise avec des collègues qui n'avaient pas forcément cette sensibilité au début. Et cette différence entre ce que j'avais appris et ce qui s'appliquait, je la voyais. Et après 5 ans, je me rends compte qu'en fait, c'est aussi notre rôle de trouver du sens et de l'imposer à notre entreprise et qu'en fait, on a tous ces pouvoirs-là. Et même si vous arrivez en tant que stagiaire ou en tant qu'alternant, c'est de votre responsabilité, si je puis dire, sans vous mettre trop de pression quand même non plus. Et vous avez vraiment le champ des possibles. Et pour moi, ce sens, il se retrouve vraiment dans vos études et dans votre lien
avec le monde professionnel après, parce que ce changement, vous commencez en tant qu'alternant, mais demain, vous serez peut-être les grands dirigeants d'entreprise dans lesquelles vous commencez. Et si vous commencez à infuser autour de vous toutes ces idées-là et à commencer par des petits changements et en faire la normalité, ça a un impact énorme. Donc, déjà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites aujourd'hui et faire passer ce petit message. Eh ben, merci beaucoup Clara pour le petit lien avec du coup la prochaine table ronde. On espère pouvoir en rediscuter après. Mais du coup, en effet, il y a tout un enjeu à avoir une formation qui vient correspondre ensuite aux besoins du monde professionnel pour que ce que nous puissions voir et du coup la première sensibilité que nous avons lors des formations puisse se poursuivre et donc du coup se pérenniser au fur et à mesure du temps. Et il faut se dire qu'une fois que l'action est comprise et qu'on a réussi à donner du sens à celle-ci, elle continue à survivre et à se transmettre du coup de génération en génération, comme a très bien pu le dire Patrice au niveau du nettoyage numérique. Et donc du coup, je vous en remercie pour tous ces échanges. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions qui sont apparues? Ok, et ben merci beaucoup à nos deux intervenants pour du coup ces échanges. Les différents points de vue ont été, je pense, très appréciés, notamment sur du coup la différence qu'on pouvait avoir entre du coup les étudiants et du coup les directeurs de formation qui peuvent justement amener la chose d'une autre façon et amener une autre vision aux étudiants et étudiantes de ce que l'on veut de la transition écologique. Parallèlement, pour répondre aux attentes des jeunes dans les formations, elle doit néanmoins être au service du monde professionnel, comme on a très bien pu le dire, puisqu'il existe actuellement un gros fossé entre ce qui est vu en formation pour le peu de choses qui sont vues et ce qui est réellement fait dans le monde professionnel. Et donc du coup, la transition écologique, elle prend de plus en plus de place dans la société actuelle, mais encore plus dans le monde de sport, dans le monde professionnel qui est en constante évolution et avec du coup des pratiques responsables émergentes. Et donc pour cela, je vais pouvoir inviter Clara Berman et Margot Toury à me rejoindre sur scène et on va pouvoir applaudir Patrice et Ludovic pour leur intervention. Merci beaucoup. De fait, nous sommes maintenant en présence de Margot Toury, qui est chargée de projet éco-responsabilité à la Fédération française de danse, et Clara Berman, qui est responsable des affaires publiques à Decathlon. Bienvenue à vous deux et merci d'être présente pour cette table ronde. Pour cet événement, du coup, pour cette table ronde, du coup, vous l'aurez compris, mais nous allons évoquer le monde du professionnel et du coup la transition écologique, comment elle intervient dans celui-ci. Et donc la première question est comment la transition écologique se matérialise-t-elle concrètement dans le monde professionnel du sport? Et donc du coup, je vais pouvoir laisser Clara répondre. Merci pour la question. Une fois de plus, je voulais aussi vous remercier pour l'invitation et pour tout l'engagement que vous avez, parce que j'ai été étudiante aussi et je sais que quand on est engagé dans des associations à côté, c'est sur du temps personnel et c'est aussi grâce à vous qu'on peut avancer. Donc merci. Je vais répondre à la question sur comment ça se passe dans le monde professionnel. Quand j'ai eu Amandine au téléphone, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Parce qu'il y a tellement de choses à dire et en même temps, j'ai envie d'être très concrète. Et je me suis dit que j'allais vous expliquer comment on peut retrouver de la transition écologique partout dans tous les métiers. Decathlon, c'est une entreprise qui a 325 magasins en France, à peu près 24 000 collaborateurs. Et si je dois résumer, pour moi, aujourd'hui, les 24 000 collaborateurs de Decathlon peuvent faire de la transition écologique. Quand on parle de transition écologique chez Decathlon, on a bien conscience qu'on est une entreprise qui produit, qui dit production, dit pollution. Donc on reste quand même très humble sur nos prises de parole et sur ce qu'on fait parce qu'on a conscience de l'impact. Mais c'est pas parce qu'on a un impact qu'on ne peut pas agir. Sur les métiers, ce que je me suis dit qu'il serait intéressant de vous partager aujourd'hui, c'est que chez Decathlon, ce qui est
pollue le plus, c'est le produit. Le produit parce que il doit être produit, importé, c'est des matières premières, il y aura toujours forcément un impact. Ce produit, c'est le fil rouge de l'entreprise et c'est aussi le fil rouge de la pratique sportive. On a très peu de sports aujourd'hui où on n'a pas besoin de produits ou d'équipements. Le fil rouge, il est super important parce que derrière un produit, nous, on voit vraiment le côté, bon, bah, je vais acheter mon produit et je l'ai. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça et la transition écologique, elle commence avant même que le produit existe. Elle commence par exemple chez nos concepteurs designers qui vont imaginer un produit textile où il y aura le moins de déchets textiles possible suite à la production. Chez nos concepteurs aussi qui vont s'imaginer un produit facilement réparable pour qu'ensuite il puisse être réparé et non remplacé. Chez nos logisticiens, une fois que le produit arrive, comment on fait pour mettre en place des flux reverse qui permettent à nos clients de renvoyer un produit s'il a besoin d'être réparé sans qu'il ait forcément besoin de se déplacer. Dans nos magasins, parce que le collaborateur en magasin a un énorme rôle, il n'est pas simplement vendeur, il est aussi conseiller sur de la vente potentiellement plutôt de la location que de la vente, ou alors sur de la vente de produits d'occasion, sur de la réparation. Donc pour moi, la transition écologique, aujourd'hui, dans un sens large, elle se retrouve vraiment partout. Et je pourrais dire encore plein de choses, mais je vais laisser la parole. Eh ben, merci beaucoup Clara pour cette réponse. Et donc du coup, je vais pouvoir poser la même question à Margot. Du coup, pour moi, je pense que ça commence tout d'abord par un cadre. Donc la question, c'était la transition écologique, comment elle se matérialise réellement dans le monde professionnel. Donc ça commence par le fait de poser un cadre législatif, on va dire, générique. Voilà. Donc par exemple, à la Fédération française de danse, on a signé une charte, donc la charte des 15 engagements éco-responsables, et donc qui nous engage sur 4 ans à mener à bien des actions. Donc, ces engagements vont se décliner en objectifs et en cibles. Donc, des cibles qui vont être des micro-objectifs qui vont permettre, donc qui vont être quantifiables et qui vont permettre d'atteindre les objectifs. Et pour cela, on va mettre en place plein d'actions différentes, comme Clara a pu le dire. Ça va passer par la communication et la sensibilisation déjà des parties prenantes, que ce soit en interne ou en externe. Donc, chez nous, c'est les salariés, les bénévoles qui vont être délocalisés en France. Et également, par exemple, chez les danseurs, donc des réseaux sociaux, différents canaux de communication, mettre en place des réseaux, des webinaires, etc. Ensuite, il y a des actions qui peuvent être beaucoup plus simples, juste par exemple sur le siège, mettre en place le tri et vérifier qu'il est bien fait. Et d'autres beaucoup plus complexes où on va interagir avec les différents salariés, par exemple, dans leurs projets, afin de, par exemple, faire des plans d'action pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà. Il y a toute une partie aussi, on peut évaluer des nouveaux partenariats ou continuer des partenariats qui sont déjà en cours, qui vont être alignés avec nos convictions et nos engagements. Par exemple, en ce moment, je suis en train de rechercher différents partenariats en seconde main, plein de choses, au niveau de la Fédération française de danse. Et par exemple, depuis plusieurs années, on est en partenariat avec les Joyeux Recycleurs, donc une entreprise française qui s'engage à venir toutes les 2 semaines récupérer les poubelles qu'on a, on va dire, de chez eux. Donc, une par rapport aux déchets liés au café et une autre par rapport au papier. Ensuite, il y a aussi toute une partie d'ancrage territorial qui est hyper important. Et donc, l'appropriation des différents acteurs qui sont délocalisés, comme on a pu le dire. Donc, par exemple, je mets en place un réseau d'ambassadeurs. Après, on peut les appeler comme on veut, voilà, éco-ambassadeurs, etc. Et donc, c'est qu'ils s'approprient vraiment nos engagements et qu'ils les relaient, eux, sur le terrain, et également qu'ils nous partagent les actions locales. Et on met en place aussi différents dispositifs vraiment pour qu'ils s'approprient au plus la démarche et donc que ça devienne une habitude, comme par exemple, on a mis en place un trophée éco-responsable depuis 4-5 ans. Et donc, ça permet aux organisateurs d'événements, que ce soit les comités départementaux ou régionaux ou les structures de danse qui organisent des événements, à postuler en tant que bon exemple éco-responsable. Et donc, il y a des prix financiers à gagner. Et donc, c'est une incitation financière en plus pour permettre que l'éco-responsabilité rentre de plus en plus, la transition écologique, dans les esprits.
Voilà, et on a mis en place également un label de manière générale, donc le label qui s'appelle le label Terradance qu'on a lancé cette année, où on incite les structures au quotidien à mettre en place des petites actions ou grandes actions, il ne faut pas catégoriser petit ou grand, par rapport à l'éco-responsabilité. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Margot. Par rapport à ce qui vient d'être dit, du coup, la transition écologique, comme vous avez pu le comprendre, elle prend beaucoup d'ampleur, notamment dans le monde professionnel, puisqu'elle intervient de différentes façons. On l'a vu avec du coup Clara sur tout ce qui va être produit marketing de l'avant-conception jusqu'à du coup l'après et la mise en place du matériel dans le marché et juste après aussi jusqu'à l'acheteur de la façon dont il aura de l'utiliser, mais aussi par des pratiques qui sont mises en place du coup dans les fédérations et par les fédérations surtout pour essayer d'inciter justement à avoir une approche éco-responsable de la pratique. Mais tout ça, c'est pour le moment quelque chose qui est assez idyllique puisque ça va dépendre d'un engagement commun de toutes et tous et donc du coup dépendre d'une certaine sensibilité des autres personnes à pouvoir comment dire, à pouvoir aller chercher justement tout l'intérêt de la transition écologique dans le monde professionnel. Mais donc du coup, selon vous, et je vous pose la question à toutes les deux, mais peut-être plus à toi d'abord, Margot, quels obstacles rencontrent les responsables environnement dans les actions qu'ils mettent en place au quotidien? Il y en a plusieurs. Le premier que je pourrais dire, c'est que il y a toute une idée reçue par rapport au coût de la transition écologique. Dans l'idée reçue, dans l'esprit commun, la transition écologique va coûter plus d'argent que de rien faire et de rester dans ce système qui est déjà façonné, etc. Et en fait, on se rend compte avec différents rapports scientifiques ou d'économistes, par exemple un rapport qui a été fait en 2006 de Nicolas Stern, qui est un économiste britannique, qui montre que l'inaction climatique coûtera 5 fois à 20 fois plus d'argent qu'une transition écologique de la société, de manière générale. Et donc, cette idée reçue est réelle parce que on se rend compte que c'est souvent à prendre au cas par l'infrastructure ou l'entreprise dans laquelle on est. Pour moi, il faut réaliser un bilan financier de la transition écologique. L'année dernière, dans mon ancien travail, on a réalisé ce bilan financier sur 10 ans et on se rendait compte qu'on pouvait gagner jusqu'à 10 millions d'euros grâce à cette transition écologique. Donc évidemment, il y avait à des endroits, on avait des coûts et d'autres endroits, des bénéfices. Mais donc, ça finissait normalement dans le positif. Donc, il y a cette idée reçue là, premièrement. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on a dit par rapport aux habitudes. Et donc, c'est la réticence au changement de manière générale, que ça soit conscient ou inconscient. L'humain se complaît dans les habitudes et surtout dans le travail, ça devient des automatismes. Et donc, vraiment, comment faire pour leur faire comprendre que c'est la marche à suivre et que la société évolue et que nous aussi, on doit évoluer par rapport à ça tout en douceur. Donc ça, c'est aussi une contrainte qu'on a au niveau du responsable environnement, voilà, de manière générale. Et le fait qu'il y a une peur également de nuire au travail de manière générale. Donc, imaginons, en tant que responsable environnement, on va essayer d'aller voir la transversalité et donc voir tous les chargés de projet et d'essayer de ramener une patte plus éco-responsable dans toutes leurs actions. Et donc, c'est vraiment souvent une peur de vous allez nuire à mon travail. Est-ce que l'efficacité va rester? On parlait de performance tout à l'heure, c'est un peu cette idée-là. Et donc, c'est comment rassurer l'autre et lui dire, voilà, on va trouver ensemble des alternatives qui vont permettre une performance égale tout en faisant cette transition écologique. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec la réponse de Clara sur la même question. C'était super intéressant de t'écouter, Margot, parce qu'on fait pas les mêmes métiers, mais on a les mêmes obstacles. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi pendant que tu parlais, parce qu'il y a plein de choses qui me font écho. Moi, quand j'ai commencé chez Decathlon, j'ai commencé en tant que juriste développement durable. Donc, sur un service de 80 juristes, il y avait une juriste développement durable. Et je sortais d'études de master de droit de l'environnement. Donc, pour moi, le droit de l'environnement, c'est quelque chose qui existe, qui est imposable. Et je m'étais dit que tout juriste avait connaissance du droit de l'environnement. Et en fait, je me suis rendu compte que pas forcément. Donc, je pense que mon premier obstacle, ça a été d'arriver avec des
prérequis en me disant, bah, tout juriste connaît le droit de l'environnement existe depuis des années, tout le monde connaît le droit de l'environnement et ça va être facile. Pas du tout. Donc, premier gros enjeu, ça a été de la pédagogie et justement de montrer qu'on était là que j'étais là parce que j'étais toute seule, en tant qu'allié et pas en tant que mettre des bâtons dans les roues. Si je prends vraiment le côté juridique, développement durable de l'époque, mon gros enjeu aussi, ça a été d'essayer d'avoir une cohérence dans ce que j'expliquais aux équipes, parce que derrière l'enjeu juridique, on a un gros sujet de nécessité d'harmonisation des règles de la transition écologique entre le droit national, le droit européen, le droit international. Et donc, quand on est dans une entreprise comme Decathlon qui distribue des produits partout dans le monde, si j'arrive avec un prisme droit français alors que le droit européen dit quelque chose d'autre, c'est très compliqué d'embarquer tout le monde avec moi. Et finalement, j'ai changé de métier, je suis passée sur des affaires publiques. Donc, affaires publiques, c'est quoi? C'est partager la position d'une entreprise au niveau du gouvernement et agir sur la loi. Et quand je suis passée aux affaires publiques, pour moi, je voulais absolument garder la casquette développement durable, économie circulaire. Et c'était super important pour moi que ça apparaisse dans mon titre au sein de l'entreprise. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en enlevant le côté responsable affaires publiques et économie circulaire et en m'appelant juste responsable affaires publiques, j'arrivais à toucher beaucoup plus de personnes parce que justement, il n'y avait pas ce frein quand ils me voyaient arriver en disant ah ben en fait, on va faire de la transition écologique, il va falloir tout effacer, tout recommencer. Pourtant, j'ai gardé ma même formation, j'ai gardé le même sens que j'avais et j'ai eu beaucoup plus de facilité à embarquer les personnes avec moi et à les faire changer. Donc, des fois, le titre RSE, développement durable, transition écologique, dans un métier peut être un frein. Et le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que si vous êtes engagé et que vous cherchez un métier dans ce domaine-là, c'est pas grave si dans votre fiche de poste ou dans votre titre de métier, il n'y a pas ce nom-là parce que rien ne vous empêchera d'en faire. Et parfois même, quand on ne détient pas ce titre RSE, développement durable, transition écologique, c'est plus simple de faire bouger les lignes et on n'est pas obligé de le revendiquer pour faire bouger les lignes. Je ne sais pas si je me suis égarée dans la question, mais j'avais noté... oui, donc le sens et la légitimité qu'on retrouve pas que avec un titre. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Eh ben, merci beaucoup. En vrai, très intéressant puisque cela permet aussi de souligner le fait que la transition écologique, elle a quand même une connotation un petit peu négative pour le moment puisque c'est quelque chose qui fait peur puisque les gens n'arrivent pas à se sentir concernés ou en tout cas à comprendre les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et donc, quand on vient se présenter et que on prône la transition écologique, il y a tout un enjeu de plus avoir conscience et de faire comprendre qu'on n'est pas là pour justement venir changer et bouleverser tout ce qui se passe, mais juste pour essayer d'avoir une amélioration de notre impact sur l'environnement, puisque la transition écologique, elle est avant tout là pour justement essayer d'avoir une durabilité dans toutes les actions qu'on met en place. Mais donc du coup, c'est quelque chose qui peut faire peur, puisque comme l'a très bien pu le dire Margot, il y a surtout la peur du changement, on a les habitudes, on a nos habitudes à faire quelque chose, c'est comme ça que ça a évolué et donc techniquement si ça a cet impact-là, c'est parce que c'est nécessaire qu'il soit là, alors qu'il y a d'autres alternatives qui sont à réfléchir et dont on pourrait avoir le sens, puisque c'est pas parce que ça évolue dans une certaine direction qu'il n'y a pas d'autres directions possibles pour pouvoir faire évoluer ces métiers-là. Et donc du coup, il y a tout un enjeu du coup à venir concerner et conscientiser tout le public auquel on a affaire tout au long de la vie. Mais donc du coup par rapport à ça, on a pu parler de changements et il y a des changements qui ont lieu et qui continueront d'avoir lieu. On a vu des exemples comme du coup la mise en place de labels et d'actions mises en place pour inciter entre guillemets à la transition écologique. Et donc du coup, quelle transformation selon vous vous paraît indispensable dans le monde professionnel? La transformation dans le monde professionnel, je pense qu'elle va arriver avec vous, les nouvelles générations, parce que, comme on a vu à table ronde d'avant, même si c'est pas encore parfait, on parle quand même de plus en plus dans les cycles universitaires et dans les projets pédagogiques de transformation écologique, de réchauffement climatique, de tous ces sujets-là.
Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que ces changements, ils sont déjà visibles à petite échelle et c'est important de se les rappeler parce que ça donne de l'espoir. Parce que quand on est sur des sujets comme ça, on est souvent au front et on est souvent en train de ramer pour faire avancer les choses et c'est très facile parfois de se décourager, mais il y a des actions qui existent et qui sont déjà visibles, donc notamment avec le cadre juridique qui impose depuis quelques années du réemploi, du recyclage, si je reste dans le thème des produits. Et ça se voit. Si je prends l'exemple de Decathlon, si je grossis les traits, à l'époque, un papa ou une maman de famille qui venait d'avoir un enfant et qui voulait l'inscrire au sport se disait bon bah aujourd'hui mon fils ou ma fille veut faire du vélo, je vais chez Decathlon, j'achète un vélo neuf. Une fois qu'il ou elle aura grandi, j'achèterai un autre vélo et je jetterai ou je mettrai de côté ce vélo-là. Chez Decathlon aujourd'hui, on peut faire les choses différemment et ça, je trouve que c'est un gros changement. Donc ce papa ou cette maman de cet enfant qui va vouloir inscrire son fils ou sa fille à l'école et l'équiper va pouvoir déjà se dire ok, qu'est-ce que j'ai dans mon garage qui me sert plus? Bon bah j'ai des vélos qui sont trop petits pour mes enfants, j'ai des planches de paddle qu'en fait j'utilise plus, je vais charger mon coffre de ces produits et je vais aller chez Decathlon déjà avec des produits, chose qui n'existait pas du tout avant d'arriver chez Decathlon pour acheter des produits sans produits. Une fois que je passe les portes de Decathlon, qu'est-ce que je fais? Je vais voir un vendeur qui est conseillé, qui aura aussi un grand rôle dans ma consommation. Et ce vendeur ou cette vendeuse va me dire, OK, bah, cette planche-là, je peux vous la reprendre X euros, ce qui permet aussi de réaugmenter le pouvoir d'achat du sportif ou de la sportive. Ou va dire, bah, votre produit est trop détérioré pour que je vous le rachète. Par contre, on a des bornes de récupération de produits. Donc, je vous propose de les déposer ici. Si elles sont réemployables, ça ira vers des associations. Sinon, ça ira dans des filières de recyclage. Donc, aujourd'hui, le client sportif de chez Decathlon peut avoir déjà aussi cette action. Dans le cas où mon client ou ma cliente a un bon d'achat, le vendeur ensuite ou la vendeuse peut lui dire bon, bah là, vous voulez un vélo, votre enfant va grandir vite, est-ce que vous avez pensé à la location? Ah bah non, j'ai pas pensé à la location, parce que je connais pas. Bah, je vous propose la location, puisque pour 3 euros par mois, vous allez avoir un vélo, et dès que votre enfant va grandir, on va pouvoir passer sur un modèle au-dessus. Et donc là, en fait, on accompagne le consommateur et on lui permet aussi d'avoir une autre vision de ce que c'est que s'équiper euh, plus responsablement. Et le rôle du vendeur est super important et ces changements existent aujourd'hui. Donc je trouve que c'est quand même des petites notes d'espoir qui, d'une, permettent de montrer que tous les métiers aujourd'hui peuvent avoir un lien avec la transition écologique en fonction de la sensibilité qu'on a et aussi de la connaissance du cadre de jeu environnemental et économique et que les avancées se font petit à petit. Merci beaucoup Clara. Même question pour Margot. Comme tu disais, c'est vrai que par exemple le fait d'acheter un produit et plutôt donc vendre un service, c'est intéressant et ça fait vraiment la différence. Et il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des choses comme ça. Moi, si je pars sur une vision un peu plus globale, comme on l'a dit auparavant, il y a vraiment une prise de conscience qui doit avoir lieu collectivement. Et donc ça peut passer par la formation dès le plus jeune âge, dès l'école primaire aux enfants par rapport à l'économie circulaire, le développement durable, et donc changer de paradigme complètement parce que c'est vrai qu'on a toujours vu cette idée d'économie linéaire et de déchets, on ne fait pas attention à l'impact du produit, à l'impact en général en fait. Et donc c'est vraiment voir telle chose, cette action, qu'est-ce que ça va apporter ensuite comme bénéfice, comme inconvénient au niveau de l'environnement, de la biodiversité, du climat, etc. Parce que ces choses évoluent et il faut s'adapter. Et on veut aussi également atténuer l'impact. Il y a aussi une logique que moi j'aimerais apporter que de manière générale, si on tendait vers une logique plus protectionniste de notre économie, ça permettrait donc de réduire les impacts liés au transport qui sont énormes. Donc, tout ce qui est importé en France, etc. Et ça boosterait l'économie française, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de plein de domaines différents. Et comme tu as pu le dire, Clara, le fait que le cadre législatif doit suivre cette transition écologique au plus près et comment dire, se renforcer de plus en plus pour inciter la société de manière générale. Et ça a lieu et ça continue à avoir lieu. Par exemple, ça continue. Sur le décret par rapport au BGS, donc le bilan des émissions de gaz à effet de serre,
en 2022, le scope 3 est devenu obligatoire. Pour que vous compreniez mieux, il y a 3 scopes qui composent le bilan carbone. Le premier scope va considérer les émissions directes liées à l'utilisation de carburant. Le second scope prend en compte les émissions indirectes liées à l'utilisation d'énergie. Et enfin, le scope qui est devenu obligatoire, et là je fais le lien avec toute la vie des produits, c'est le scope numéro 3, qui est lié à toutes les émissions indirectes liées au cycle de vie des produits, des services, et donc également du transport, donc toute la chaîne de vie d'un produit. Et donc avant 2022, ce n'était pas obligatoire dans le bilan carbone. Et je trouve que c'est une grande avancée déjà parce que c'est une partie non négligeable et significative de nos émissions. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup. Pour rebondir sur chacune de vos interventions, je vais commencer par toi, Clara. Mais du coup, tu as pu parler de la stratégie un petit peu de commercialisation sur du coup ce qui était proposé pour justement avoir une mince, j'ai perdu mon mot. Stratégie de commercialisation plus durable, notamment en incitant les consommateurs à avoir du coup justement cette pratique. Est-ce que tu penses que par votre connaissance du terrain, il y a tout un enjeu de formation du public que vous touchez justement à ces enjeux de transition écologique? Est-ce que au-delà de la formation qu'on peut la connaître telle qu'elle est actuellement sur du coup les différents sites d'enseignement, que ce soit l'école, le collège, le lycée ou même l'enseignement supérieur, est-ce que tu penses qu'il y a une partie à jouer sur du coup la stratégie de commercialisation en passant par ce que tu as pu nous évoquer tout à l'heure? Je pense que le rôle de Decathlon n'est pas de faire de la formation au sens direct du terme, puisque ça reste une entreprise et un distributeur. Par contre, il y a 2 points sur la formation que je peux aborder rapidement. La première, c'est que Decathlon a aussi une stratégie de réparation du produit, toujours dans cette idée de rallonger la durée de vie des produits et d'éviter de consommer des produits neufs qui demandent donc une production et qui touchent à l'extraction de matières premières. Et dans cette logique de réparation, aujourd'hui sur le marché du travail, on a une énorme pénurie de réparateurs parce que ce sont des métiers qui sont remis à l'ordre du jour, mais qui nécessitent quand même une grande technicité. Et Decathlon s'est dit, OK, aujourd'hui, on veut faire plus de réparation, on veut répondre à notre demande de nos clients sur la réparation. Comment on fait? Et l'idée qui a émergé de ça, c'est de créer son propre CFA. Donc Decathlon a créé son propre CFA pour accompagner des personnes sur le métier de réparateur de vélo. Donc ça rejoint quand même ce côté formation puisque l'entreprise ici a décidé d'endosser ce rôle pour pouvoir répondre à sa demande et à ses propres enjeux économiques, mais tout en accompagnant cette nécessité de l'évolution sur ces métiers-là. Et ensuite, je pense qu'on a un rôle, alors je dirais pas de formation, mais plutôt de sensibilisation indirecte et de diffusion de l'information auprès de nos consommateurs, qu'on appelle aussi consomme-acteurs, puisque ils ont une énorme part de responsabilité aussi dans cette transition. Et ça va passer par l'accessibilité à l'information du produit. La loi nous oblige, mais on le faisait avant qu'elle nous oblige, à communiquer sur ce qu'il y a dans nos produits, l'impact environnemental de nos produits, via l'affichage environnemental par exemple. Et sur ce sujet-là, Decathlon avait décidé, avant même que ce soit obligatoire, de mener des expérimentations pour pouvoir passer la bonne information aux consommateurs et qu'ils sachent l'impact de son produit et ce vers quoi il va. De même, lorsque nos produits sont éco-conçus, donc ça répond quand même à des cahiers des charges très précis que j'expliquerai pas là, sinon on en a pour des heures. Mais quand le produit est éco-conçu, on trouve ça important de le mettre en avant et d'expliquer aux consommateurs pourquoi il est éco-conçu. Il est éco-conçu parce qu'il est réparable, il est éco-conçu parce que on n'a pas mis de teintes artificielles dans nos produits, donc ils sont blancs sans teinte artificielle et le client peut se dire ah mais moi j'aimerais bien avoir quelque chose de plus coloré, mais si finalement il comprend que la couleur qu'on doit mettre dans le produit augmente l'impact environnemental, peut-être qu'il va faire un choix plus responsable. Donc pardon, tout ça passe par de la sensibilisation du consommateur, mais par contre le risque là-dedans c'est qu'on communique pas non plus énormément sur ça parce qu'on veut pas faire non plus de greenwashing en disant ah bah nos produits sont merveilleux, ils ont zéro impact environnemental, ils sont vertueux pour l'environnement, pas du tout. Donc on essaye de communiquer en restant dans le cadre légal
et de pas en faire trop. Et ça aussi, c'est une des limites du marketing. Il faut faire attention aujourd'hui quand on est engagé et qu'on rentre dans une entreprise, c'est que dès qu'on voit quelque chose de bien, on a envie de le communiquer à tout le monde. Mais attention, trop de communication peut parfois tourner vers du greenwashing et à ce moment-là, c'est contre-productif. Donc pour résumer, je dirais rôle de formation sur des critères très spécifiques, type on a besoin de réparateurs, on ouvre notre propre CFA pour former, accompagner, rôle de sensibilisation et de communication aux consommateurs par de l'affichage environnemental et de la transparence sur nos produits. Eh ben, merci beaucoup pour cette réponse plus que complète, puisqu'on a pu avoir du coup le large spectre de tout l'enjeu de la stratégie de commercialisation et du marketing concernant la transition écologique. Et donc du coup, Margot, tout à l'heure, tu nous parlais de l'ancrage territorial et de l'impact que ça pouvait avoir du coup sur les pratiques mises en place au sein du coup des clubs affiliés à la fédération de danse. Est-ce que tu penses que avec cet ancrage territorial, il y aurait possibilité également d'intégrer du coup soit une sensibilisation à l'éco-responsabilité, soit une sorte de formation à l'éco-responsabilité dans ces pratiques? Oui, bien sûr. Et j'ai oublié de parler également d'un dispositif qu'on a mis en place. On a fait un appel à candidature pour que les structures ou les comités mettent en place sur le territoire, au niveau régional le plus souvent, pour qu'il y ait le moins de transport également, des formations sur le développement durable, l'éco-responsabilité. Donc, on a lancé un appel à candidature pour ça et donc on a un budget pour ça également. Et donc, chaque année, essayer de valoriser des associations également qui vont faire des formations autour de ces thèmes-là et donc sensibiliser le plus d'acteurs qui dépendent de la Fédération française de danse. Et donc, par rapport également au réseau d'ambassadeurs, ça va permettre de les sensibiliser eux directement. Donc, ils vont être référents par rapport à l'éco-responsabilité et ce qui se passe sur le terrain. Et d'un autre côté, eux vont permettre également de répandre cette bonne parole et dans les gestes simples, dire bah écoutez, là, moi je fournis pas de verre, vous venez avec vos gourdes ou des choses comme ça. Il y a un bac pour des habits ici, si vous voulez donc les mettre ou les récupérer, c'est gratuit. Venez en covoiturage, on fera un tarif par rapport à tel ou tel événement. Et donc, ça va passer par la formation, oui, des personnes qui le voudront bien, parce que évidemment, on ne va pas obliger des personnes à mettre en place cette transition écologique, c'est de leur volonté. Mais évidemment, c'est un gros travail de sensibilisation et de formation et de patience, etc. Eh ben, merci beaucoup. Et du coup, j'en viens à une question qui a été évoquée tout à l'heure lors de la première table ronde. Mais tout à l'heure, on parlait de la sensibilité à l'environnement des étudiants et étudiantes. Est-ce que chacune dans vos milieux, vous ressentez une certaine sensibilité à la transition écologique lorsque vous en parlez? Et comment cela se construit-elle si c'est le cas? Et sinon, comment elle pourrait amener à prendre conscience dans le public que vous touchez chacune? Donc, tu parles des étudiants de manière générale ou des Euh, gens qui nous entourent dans des le gens milieu du qui vous travail? entourent. Bah, évidemment, ça dépend vraiment du parcours de chacun, je pense, et de l'éducation qu'ils ont reçue aussi, parce que évidemment, ça touche tout, et donc plus on est jeune dans quelque chose, plus on apprend ces choses-là, plus ça devient ancré, et donc il y a des personnes qui vont être déjà très engagées sur le domaine de l'environnement, et d'autres qui vont être un peu plus à sensibiliser, qui vont dire bon bah écoutez, franchement, c'est complètement changé de système et moi ça me convient pas et c'est essayer de dire oui mais on s'est engagé par rapport à ça. Est-ce que ça serait pas bien de changer ça petit à petit et voir comment ça prend? Par exemple, juste, il y a des sujets, plein de sujets, par exemple, sur le fait que les médailles sont constituées avec des métaux, etc. Et donc, l'extraction de métaux rares, etc. Ça coûte, enfin, c'est très énergivore, etc. Et donc, c'est changer, c'est essayer de se dire, bon, bah, est-ce qu'on pourrait pas passer vers des alternatives plus écologiques? Et, mais donc, les personnes qui vont recevoir ces médailles, comment elles vont percevoir ce prix? Enfin, voilà, il y a, ouais, ça dépend vraiment de la personne en face de nous, en fait. C'est s'adapter au public. Merci. Merci. C'est une question très compliquée et très ambivalente
parce que je pense que j'ai mon propre prisme qui reflète peut-être pas totalement la réalité. Donc, considérer que ma réponse peut être quand même un peu biaisée par mon vécu. Moi, je suis vraiment spécialisée sur l'économie circulaire parce que quand je suis arrivée chez Decathlon, j'ai fait une thèse sur le sujet. Dans ma vie à côté, je suis engagée en tant qu'élue. Et donc, je pense que mon profil attire aussi des personnes à qui ça fait écho. Donc, si je devais répondre vraiment autour de moi, je dirais que je vois cette sensibilité aujourd'hui chez les étudiants, chez les jeunes travailleurs et même chez les plus âgés. Mais est-ce que j'attire pas ce que je reflète? C'est peut-être une question qu'il faut que je me pose aussi. Mais la réalité est aussi qu'il y a des personnes qui aujourd'hui n'en ont rien à faire parce que ils ont suivi un cursus de formation ou parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi une question d'éducation où ce qu'ils vont mettre en priorité, ça va être la rentabilité, la croissance et tous ces sujets-là. Mais pour moi, c'est pas contradictoire parce que la transition écologique aujourd'hui, l'économie circulaire et le développement durable est quelque chose d'obligatoire si on veut continuer de vivre dans des conditions vivables. Et ça devient quand même une question de bon sens. Alors, je pense que quand on utilise le mot transition ou tous ces mots-là, ça peut créer un clivage directement. Mais par contre, si je m'adresse à un professionnel financier qui n'a pas du tout été sensibilisé à ces sujets, si je commence à lui dire, bah, en fait, on va être obligé de changer notre façon de produire ou de commercialiser parce que aujourd'hui, la rareté des métaux va nous entraîner une pénurie de marché des matières premières. À aucun moment, je prononce le mot transition écologique, mais derrière, il y a quand même cette logique. Et finalement, en utilisant ces mots-là, je vais me rendre compte que bah oui, il sait parce qu'en fait, il connaît par cœur les marchés financiers, il a des trajectoires financières totalement définies. Et, euh, et voilà. Et au niveau des étudiants et des jeunes générations qui arrivent, je trouve que c'est aussi ambivalent en fonction des écoles qui suivent et s'ils sont plutôt dans du privé ou dans du public et ce qu'on leur met en tête. Mais par contre, ce qui me fait très plaisir, et là, je pense à, moi, je suis rattachée à l'équipe communication et marketing. On a la moitié d'alternants dans nos effectifs et tous individuellement, ils sont en quête de sens sur des sujets sociétaux plutôt généraux et ça touche quand même à la transition écologique de près ou de loin. Et donc j'ai beaucoup d'espoir avec ces nouvelles générations parce qu'elles sont de plus en plus conscientes, elles se posent de plus en plus de questions et je pense qu'il y a un prisme qui change aussi aujourd'hui où le travail est quelque chose qui nourrit la recherche de sens de ces générations-là et il n'y a pas de problème pour poser ses limites et avoir un alignement. Et donc, si je résume tout ça, je dirais que oui, ça se voit. C'est pas étiqueté, c'est pas toujours revendiqué, mais je suis quand même assez optimiste et je me dis que partout il y a cette sensibilité consciente ou inconsciente. Eh ben, merci beaucoup pour cette réponse et ce constat qui est très intéressant. En effet, la transition écologique de nos jours, c'est quelque chose de compliqué puisque la sensibilité qu'on a et l'éducation qu'on a de celle-ci permet un prisme assez large de la vision qu'on en a. Pour certains, ça peut passer juste par des petites actions telles que bah, vas-y, je vais faire le tri, ça va dans la poubelle jaune, ça va dans la poubelle à ordures ménagères. Mais en vrai, faut se poser tout un tas d'autres questions par rapport à ce que nous on met en place et comment aussi le monde professionnel il arrive à s'en saisir et à avoir un impact sur la vision des choses qu'on a, puisque même si on a pu le voir, mais ce n'est pas vu dans les formations, dans les établissements publics ou privés, on a quand même toute une éducation, une sensibilisation qui est présente dans notre environnement autour de nous et c'est par toutes ces petites actions que chacun et chacune mettons en place que on peut avoir le développement d'un esprit critique qui se met en place sur bah, pourquoi cette action est-elle faite comme ça plutôt qu'une autre façon et d'amener du coup tous ces changements. Et donc ça se passe aussi par la commercialisation, mais aussi par toutes les pratiques que on peut avoir dans la vie quotidienne, notamment les pratiques sportives. Il faut se dire que tout ce qui est mis en place dans le monde sportif, il a forcément des conséquences. Après, est-ce que ce sont des conséquences à impact positif ou négatif par rapport à ce que nous on le perçoit et par rapport du coup au monde, à l'environnement qui nous entoure. Mais donc du coup très intéressant comme point de vue et merci beaucoup pour ces réponses. Euh,
Je voulais enchaîner par rapport aussi à tout ce qui va être la recherche de partenariats ou de financement, puisque dans le monde professionnel, on le sait, il y a énormément de choses qui fonctionnent en transversalité sur du coup la mise en place de certaines choses. Est-ce que à Decathlon ou au sein de l'APD, il y a des choses qui sont mises en place justement en collaboration avec du coup des éventuels partenaires, que ce soit financiers ou non financiers, qui permettent du coup justement une durabilité et une projection un peu plus importante de de l'éco-responsabilité. Je dirais que évidemment oui. Alors moi, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps au niveau de la fédération, donc c'est à mettre en place. Et il y a beaucoup de réflexions de manière générale quand même sur plusieurs personnes en charge de projets qui veulent mettre en place des partenariats donc avec des entreprises par rapport au textile par exemple, des danseurs et donc permettre l'accès à des produits qui vont être plus écologiques. Il y a toute une partie où donc je suis en quête de trouver des fournisseurs qui vont fournir des goodies qui vont être vraiment éco-conçus, avec le moins d'impact, qui vont être potentiellement également réalisés en France ou en Europe, donc avoir un moindre impact au niveau du transport. Euh, Après, c'est vrai que dans tous les cas, il y a les collectivités, etc., qui financent, par exemple, la fédération ou sur différents territoires en France, va exiger qu'on mette en place de plus en plus donc des actions éco-responsables. Et je l'ai vu l'année dernière dans mon ancien travail, où en fait différentes collectivités demandaient de remplir un plan d'action sur différents thèmes qui inclut la protection de la biodiversité, des actions concrètes de sensibilisation, la promotion de la mobilité durable, etc. Donc, ça rentre de plus en plus dans les mœurs de on vous finance au niveau, on vous finance si vous menez à bien ces actions et ça devient de plus en plus obligatoire quand même. Merci. Merci. Alors chez Decathlon, ça va être un peu plus diffus, je vais dire, parce que c'est vrai qu'on se tourne toujours vers nous en pensant qu'on est une entreprise avec beaucoup d'argent et qu'on peut subventionner beaucoup de choses. Mais le sens du partenariat chez Decathlon, il est plutôt non financier. Si je prends l'exemple du produit en magasin et de nos bornes de collecte qui sont imposées par la loi, mais qui nous permettent aussi d'avoir un rayonnement un peu plus large avec des associations. On a des partenariats, par exemple, avec la recyclerie sportive, que vous devez très bien connaître, et avec d'autres associations territoriales. Et au-delà de ça, tous nos magasins ont une certaine indépendance dans leur stratégie. Et là, je pense à un magasin en Bretagne qui a été labellisé pour ses actions de biodiversité récemment. Magasin à Béton d'ailleurs, si vous voulez aller faire un tour, si vous allez en Bretagne, ils sont incroyables. Et eux, par exemple, ils ont des partenariats avec des associations environnementales du territoire. Donc, il y a une association qui va venir sensibiliser les enfants sur tout ce qui est protection de la biodiversité, sur la pratique du sport dans les milieux naturels. Et à ce moment-là, c'est plutôt un échange de bons procédés avec de la mise à disposition des locaux, avec comment on fait aussi, comment on sensibilise nos clients en les invitant à ces événements-là via nos messageries et via la traçabilité du client. Donc on est plutôt sur des partenariats, des échanges de bons procédés, entre guillemets, selon la volonté des dirigeants des magasins ou des services. Et ensuite, Decathlon a aussi une fondation, mais qui est plutôt axée et qui axe ses financements et ses projets sur l'accessibilité du sport au plus grand nombre. Donc c'est du développement durable au sens général, puisque développement durable, c'est social, environnemental et économique. Et selon les porteurs de projets, il peut y avoir ce volet spécifique transition écologique. Mais donc plutôt du partenariat humain, de projets, de compétences et de produits plutôt que financier. Eh ben, merci beaucoup pour ces deux réponses et ben, je vais pouvoir demander s'il y a des questions dans le public. Pas de commentaires non plus.
Eh ben parfait, bah, merci beaucoup. On va pouvoir remercier du coup nos deux intervenantes, Clara et Margot, pour avoir pris le temps de répondre à ces différentes questions. J'espère que vous aurez passé une bonne matinée et on va pouvoir passer du coup aux propos de fin de matinée. Mais du coup, les échanges de ce matin, ils ont été très nourrissants et très construits. J'espère qu'ils auront pu vous permettre de faire le lien entre du coup justement les enjeux de la formation mais aussi toute la vision du monde professionnel dans le champ du sport et de l'animation. Euh, on a pu montrer que les enjeux environnementaux, ils avaient une place importante pour les jeunes, mais aussi dans le monde professionnel, puisque ça passe par la sensibilisation, mais bien, enfin pas uniquement par de la sensibilisation, mais bien aussi par des actions qui sont mises en place, de la transformation de compétences et des pratiques et de l'organisation. D'un côté, la question de la formation, elle est apparue comme centrale puisque former la transition écologique permet du coup de pouvoir avoir un impact plus certain dans le monde professionnel. Mais d'un autre côté, le monde professionnel a besoin de la formation à la transition écologique pour pouvoir s'appliquer correctement et concerner un maximum de personnes. Et donc du coup, ça fait un peu écho à ce qu'on voulait mettre en lumière dans cette matinée, c'est le fait que tout ce qui va être formation à la transition écologique est nécessaire au-delà de la sensibilisation, puisqu'il faut réussir à prendre conscience de l'impact qu'on a et de ce que c'est exactement pour pouvoir du coup s'adapter au terrain auquel on a et pas que le terrain s'adapte à nous. Et donc du coup il y a toute cette question comment on fait pour justement essayer de concerner un maximum de personnes, les conscientiser et au-delà de ça les faire mettre en pratique tout ce qu'on peut voir, que ce soit par la formation, après dans les gestes quotidiens ou ensuite dans le monde professionnel, mettre en application du coup tout ce qu'on a pu voir. Ensuite, à travers les formations proposées aux associations étudiantes, on a aussi du coup tout le volet sensibilisation, mais aussi justement la mise en place de projets qui répondent à ces enjeux sociétaux et notamment ces enjeux environnementaux. Je vais vous prendre du coup les exemples de la NOSTEPS, puisque comme a très bien pu le dire Emma en introduction de la table ronde, la Semaine nationale du sport et de l'environnement, elle a commencé lundi sur du coup plusieurs territoires de France avec les différentes associations de notre réseau qui mettent en place des actions quasiment tous les jours sur justement sensibiliser le jeune ou le moins jeune public justement à tous ces enjeux de transition écologique. On a beaucoup de choses qui en ressortent avec du coup la possibilité d'avoir des échanges sur du coup les différents points de vue que chacune peuvent avoir, mais aussi sur des actions concrètes qui sont mises en place sur du coup l'appréhension des terrains, de comment on prend soin de l'environnement dans lequel on va faire une pratique sportive. Est-ce que quand je vais par exemple faire une course d'orientation dans un lieu du coup en pleine nature, est-ce qu'il n'y a pas une pratique que je peux aborder pour essayer de faire attention à ce qui m'entoure et éviter de dégrader un petit peu tout ça. Et donc le fait de pouvoir avoir cet impact sur le territoire au-delà de ce que nous mettons en place ici, et ben c'est hyper intéressant puisque ça permet de toucher un public du coup qui est multiple. Et on parlait d'ancrage territorial tout à l'heure, mais je pense que là on est carrément dedans dans le sens où c'est une dynamique qui est impulsée par du coup l'association nationale, mais qui est après retransmise sur chacun des territoires. Et donc du coup c'est hyper important de le souligner et on remerciera jamais assez, je pense, les associations qui se mobilisent pour essayer de faire en sorte de démocratiser et de dévulgariser aussi un peu tout ce que c'est les enjeux de transition écologique et toute la notion des enjeux sociétaux qu'on a derrière. Toujours du coup dans le contexte de la NESTAPS, on a aussi depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis 2021, le projet des Frais Prix Sport Planète qui vise à justement, au-delà de venir aider les étudiants à se procurer du matériel sportif à moindre coût, permet aussi surtout d'avoir un esprit critique sur la consommation qu'on a de notre matériel sportif. Est-ce que quand on achète quelque chose, c'est utilisé jusqu'au bout ou est-ce que c'est possibilité de pouvoir
le donner et du coup de pouvoir avoir l'occasion de le retransmettre à une autre personne qui pourra aller jusqu'à la fin de vie du produit et après partir sur du coup des points de recyclerie. Et donc du coup il y a tout l'enjeu de surconsommation et de surproduction de matériel sportif. On le sait, la filière STAPS et les métiers du champ du sport et de l'animation ont un énorme besoin sur tout ce qui va être le matériel. On l'a pu le dire tout à l'heure, mais il y a très peu de pratiques sportives qui nécessitent très peu de matériel. Et en STAPS et dans les métiers du champ du sport et de l'animation, on en est encore plus conscient puisque il y a énormément de matériel qu'on doit pouvoir aller chercher en tant qu'étudiant et étudiante. Et donc, il est important de se poser la question de quand j'achète un produit, qu'est-ce qu'il en est après? Quel impact je vais pouvoir avoir? Est-ce que c'est pas plus préférable de faire de la location si on n'est pas sûr de ce qu'on va pouvoir avoir comme recherche dessus? Et donc il y a tout cet aspect de d'éco-conception et de justement de recherche de sens sur toute la pratique qu'on peut avoir dessus. Et cette logique, elle se retrouve également du coup dans le projet Transition EcoStaps que Ludovic a pu vous parler tout à l'heure, où les secteurs du sport, ils sont divers et multiples, et pourtant chacun a justement un impact sur l'environnement. Et le but, c'est de pouvoir amener une meilleure préhension de tout ce qui va se passer après dans les formations et de savoir comment l'amener dans le monde professionnel. On a très bien pu le voir aussi avec Clara et Margot, la transition écologique dans le monde professionnel, elle n'a pas qu'une seule forme, elle a plein de facettes et c'est hyper important de pouvoir être formé correctement aux enjeux du coup qui lui sont attribués. Et donc du coup le mode de consommation aussi devient super important dans notre vision des choses, puisque il y a tout un aspect recyclerie et durabilité des produits, mais aussi des pratiques qu'on fait sur le territoire. Du coup, toutes ces actions qui sont mises en place, elles montrent que la transition écologique, c'est pas seulement un discours théorique, c'est quelque chose qui se construit et qui est déjà en construction même, puisque progressivement et collectivement, à travers les initiatives qu'on porte, que ce soit par les étudiants, par les fédérations, ou même par du coup tout ce qui est mis en place dans le monde professionnel, que ce soit la formation continue ou aussi tout ce qui va être les démarches de partenariat éthique et responsable, ou la conception de éco-conception du coup de matériel sportif et tout ce qui va être stratégie de commercialisation et marketing, elle le met en place et elle le montre que c'est quelque chose qui fonctionne. Et du coup, c'est hyper important de pouvoir le souligner, de dire que la transition écologique, en fait, on est déjà dedans. Pour beaucoup, c'est quelque chose qui va arriver, mais en fait, c'est quelque chose qui est déjà là et qu'il faut réussir à rendre périn et pas seulement juste se dire non, mais c'est plus pour nous, c'est la prochaine génération qui s'en occupera, parce que techniquement, quand la prochaine génération elle s'en occupera, il sera déjà trop tard et c'est à partir de maintenant qu'il faut qu'on agisse. Mais donc du coup, cette matinée et cette semaine, elle nous rappelle une chose hyper importante, c'est que la transition écologique, notamment dans le monde du sport et de l'animation, ça joue à la fois dans les formations, mais aussi dans les pratiques professionnelles et dans l'engagement collectif qu'on a derrière et dans toutes les actions qui sont mises en place, que ce soit dans la pratique ou ailleurs. Voilà, merci beaucoup pour cette matinée. Si jamais vous avez des questions, je reste disponible. Je pense que les intervenants et intervenantes aussi. Donc n'hésitez pas. On va pouvoir enchaîner avec du coup le déroulé du reste de la journée. Donc là, du coup, on est sur la fin de la matinée. Vous avez pu assister à diverses tables rondes. Et comme vous le savez, au programme, il y a prévu du coup différents GT sur les secteurs du champ sportif durant l'après-midi. Et donc entre ces deux temps, on a la pause entre guillemets, enfin méridienne pour aller manger. Et donc du coup, je vous laisse pouvoir éventuellement construire les échanges si jamais vous en avez autour des tables rondes. Et sinon, on se retrouve à 13h pour du coup pouvoir enchaîner sur les différents GT qui sont proposés. Merci beaucoup et bon appétit à ceux et celles qui vont manger. Et à tout à l'heure.